Live stream is on. Bonjour, marhaba bikoum, bonjour à tous, bienvenue sur TDS, Tunisia Digital Summit, deuxième journée qui a commencé dès ce matin avec des interventions sur comment accélérer la transformation digitale, l'intelligence artificielle en relation avec le client. On continue aujourd'hui avec un sujet plus que d'actualité, un sujet qui va certainement vous intéresser. Alors, je tiens à prendre note des remarques qui sont faites concernant le timing. Malheureusement, vous le savez, nous devons respecter ce timing. La disponibilité des experts durant la journée qui ont déjà répondu, enfin qui ont répondu présent pour être disponibles. Et nous n'avons pas d'autre choix. Bien évidemment, le sujet pourrait être étalé, mais nous n'avons pas d'autre choix que de respecter le timing. Je pense bien sûr à Inès qui nous écoute. Et d'autre part, n'hésitez pas à aller sur le network Area pour échanger justement avec tous ces experts, ces personnes, les exposants aussi entre autres, et aussi les sponsors. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par présenter la conférence d'aujourd'hui sur la stratégie omnicanal, retour d'expérience dans le secteur du retail assurance. Et pour cela, nous avons trois experts, trois speakers qui ont vraiment vécu cette expérience et qui vont la partager avec nous. J'ai dans ce panel Céline Boudis, consultant en transformation digitale et en organisation qui est basé en France. Yassine Zrad, chef de projet de la solution omnicanal de BH Assurance, qui est partenaire sponsor de cette édition. Monsef Hamdi, directeur stratégie et du business développement de Proxim, qui rayonne aujourd'hui sur l'Afrique et dans le monde. Donc, on est très heureux de vous avoir, messieurs, Célim, Yassine, Monsef, marhaba bikoum. Bonjour, merci. Bonjour. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ravi de vous accueillir et merci aussi d'être toujours aux côtés de TDS. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par vous introduire Yassine Jrad, par rapport à parlez-nous un peu de cette expérience extraordinaire à l'ère du Covid, parce que bon, depuis le début mars, je pense que BH Assurance a pris le pli de cette situation et a décidé de travailler rapidement sur sa transformation digitale en mettant en place tout un dispositif, tout un process. Et nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Monsef Hamdi pour nous parler aussi de l'aspect technique. Il a été justement la cheville ouvrière pour vous accompagner. Merci Yassine de nous parler et de nous présenter BH Assurance. Oui, bonjour à tous tout d'abord. Je commence par présenter un peu la société. BH Assurance, c'est une compagnie d'assurance multibranche qui est une filiale du groupe BH. Elle fête ses 25 ans déjà cette année. C'est une entreprise qui est relativement jeune. Elle voit son chiffre d'affaires évoluer de façon très importante, surtout durant les 5 dernières années. On est passé de 43 millions de dinars en 2014 à plus de 116 millions de dinars en 2019. Donc, BH Assurance adopte une vision stratégique qui est orientée client. Et c'est ce qui l'a poussé justement à lancer son projet de transformation digitale dont on va parler aujourd'hui, et principalement de la solution omnicanal. Donc, concernant la solution omnicanal, elle a débuté, la réflexion a débuté avec un projet de transformation digitale qui a commencé, ça fait presque 2 ans. Donc, et la stratégie omnicanal, elle s'est imposée comme un maillon indispensable pour la réussite de ce projet. Donc, on a commencé tout d'abord par tracer le parcours client et on a remarqué que la solution omnicanal pouvait résoudre la majorité des points d'irritation soulevés pour nos clients. Donc, c'est là que le vrai travail a commencé pour réussir justement à sortir Winity. Winity, c'est le nom de l'application. Donc, l'objectif, c'était de la sortir justement en cette période de crise avec le Covid, le confinement et tout. Elle pouvait justement répondre à un besoin qui était immédiat. Donc, même en temps de développement et pour la sortir, c'était vraiment un temps record, même pas 1 an pour sortir le projet. Donc, concernant les fonctionnalités,
Elle permet justement à nos clients de consulter leurs contrats en ligne, de souscrire des contrats en ligne, de consulter les sinistres, de déclarer des sinistres. C'est une sorte d'agence virtuelle réellement. Donc, elle permet de faire tout ça en ligne, mais en même temps, le client peut choisir le canal mobile. Ça peut être web, ça peut être des bandes qui sont disponibles justement dans nos agences. Donc, et vu que c'est une solution omnicanal, tout est interconnecté. Donc, réellement, le client peut commencer son expérience, par exemple, sur le web, faire un devis sur le web, passer à la souscription sur le mobile et récupérer son contrat et payer en agence, comme il peut le faire, bien sûr, sur un seul canal. Donc, c'est ça qui était assez complexe à faire et à développer. Alors justement, vous avez fait appel à Voilà. un partenaire technique qui est quand même leader justement dans son domaine, et je pense bien évidemment à Proxim. Je vais me tourner vers Simon Sef. Monsef, aujourd'hui, comment avez-vous réagi et répondu à ces attentes dans un univers qui est quand même assez, on va dire, classique dans son secteur, dans sa manière de faire? Quelle a été justement votre approche à l'écoute de BH Assurance, Simon Sef? Bonjour Tariq, bonjour à tous. Effectivement, l'expérience et puis la belle histoire que nous avons avec la BH Assurance a débuté effectivement il y a maintenant près d'un an et demi. Tout d'abord, peut-être présenter la société Proxim. La société Proxim, c'est une société aujourd'hui tunisienne internationale qui est présente sur 3 continents. Alors, il faut savoir qu'on dispose d'un capital humain aujourd'hui de plus de 200 développeurs qui accompagnent nos différents clients, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Royaume-Uni. L'avantage, c'est que ce savoir-faire-là, on a la possibilité de pouvoir le mettre à disposition de nos clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la BH Assurance recherchait un partenaire technologique dans la durée afin de pouvoir développer une application mobile. Alors, pourquoi une application mobile pour ces assurés? Pour assurer une meilleure proximité, certes, mais dans le même temps, ce que nous souhaitions proposer en termes de vision et de stratégie, c'était plutôt que de partir que d'une simple application mobile telle que nous l'avions déjà fait auparavant avec le groupe Alliance, nous souhaitions une ambition digitale plus grande. Il faut savoir que Proxim aujourd'hui dispose de plusieurs plateformes digitales qui sont dans le secteur bancaire ou qui soient dans le retail. Et nous avons voulu mettre à disposition cet asset et verticaliser dans le domaine de l'assurance. Et lorsque nous avons partagé cette ambition à la direction générale, donc Madame Delil Abed, elle a effectivement partagé la même vision que nous. Elle a été confortée par la DSI et par les métiers. Nous avons vu Yassine Jarad, qui est chef de projet, mais également Aïtem Boussoufara, qui est le DSI, qui nous a également beaucoup soutenus. Nous avons développé au-dessus de la plateforme digitale Insurize le métier afin de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des assurés de la BH Assurance cette nouvelle expérience utilisatrice, mais dans le même temps, améliorer aussi l'efficience des collaborateurs BH Assurance. Très bien. Très bien. Alors justement, je reviens vers Yassine. Oui. Effectivement, ça a été une grande surprise pour les clients qui sont tout de suite, qui a fallu sensibiliser et encourager justement à utiliser l'application. Quel a été l'impact direct en termes de souscription, en termes de consultation? Est-ce que tout de suite le dispositif a été utilisé, appliqué justement dans ce contexte? Justement, c'était un vrai défi pour nous de convaincre nos clients et nos assurés d'utiliser une application mobile en termes d'assurance. C'est quelque chose d'innovant et surtout pour la souscription automobile, on est les seuls à le faire actuellement, par exemple. Donc, nos clients ne sont pas habitués à ça. Le plus important, c'était de développer quelque chose, une application qui était accessible au maximum de personnes. C'est pas une application qui est faite pour les informaticiens et c'est pas une application qui est faite pour les assureurs. Elle doit être compréhensible par tout le monde.
Donc, il fallait vulgariser le jargon de l'assurance et en termes d'utilisation, il devait être vraiment très, très simple à utiliser et compréhensible par tout le monde. Donc, ça, c'était un défi majeur à relever. Concernant les chiffres, on était vraiment très content et extrêmement surpris par l'engouement qu'il y a eu. Déjà, en moins de 6 mois, on a plus de 4000 personnes qui sont inscrites et qui utilisent régulièrement l'application. On a plus de 600 souscriptions de contrats en ligne, à part les paiements d'échéance et toutes les interactions qu'on a quotidiennes, principalement sur la branche santé, où nos conseillers sont là pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, ça a été une très, très bonne expérience pour nous. Les chiffres ont dépassé nos attentes pour la période. Justement, ça fait moins de 6 mois que l'application elle a été lancée. Peut-être avec le Covid et les circonstances actuelles qu'on vit, ça a poussé les gens à un peu plus utiliser le digital pour éviter de sortir de chez soi, de se déplacer et justement pour le risque de maladie et tout ça. Donc, pour nous, ouais. Très bien. Donc, finissez, pardon. Donc, en plus, je voulais insister sur le fait que le temps de développement a été vraiment réduit pour sortir justement de l'application en période de confinement, là où nos clients avaient vraiment besoin de nous. Donc, elle est sortie le 1er avril 2020. Là, on était en période de confinement et on était là pendant que la majorité du moins des compagnies d'assurance étaient fermées de l'état de confinement général. Donc, on pouvait répondre à nos clients, ils pouvaient avoir recours à nous et être accessibles à tout moment. Et justement, j'ajoute que vous avez relevé le défi au niveau de la santé, de l'assurance santé, pour assurer déjà tous vos adhérents et assurer le remboursement de soins parce que vos clients et vos clients ne pouvaient pas se déplacer. Et comment ça s'est passé justement pour le remboursement, pour digitaliser tout ce système de remboursement? En fait, ça a été pour le côté technique et côté technologique, on va peut-être en parler un peu plus tard. On va parler directement du résultat. On a réussi à digitaliser 100% le process de la branche santé. Donc, nos clients pouvaient se déplacer pendant ces périodes de confinement pour répondre à nos clients. Les remboursements sont tous arrivés à temps et on a réussi à satisfaire toute notre clientèle, même en période de confinement et même en période de crise, dans les délais et surtout être là pour eux, pour toutes les questions qu'ils peuvent se poser, pour toutes les demandes qu'ils avaient et on a répondu à toutes ces réclamations, à toutes ces demandes en moins de 24 heures et tous les remboursements sont arriver à temps pour nos clients, grâce à l'INT, bien sûr. Alors justement, j'ai eu quelques chiffres, hein, je me suis renseigné, donc vous avez traité à peu près plus de 50 000, le bulletin de santé de plus de 50 000 assurés, et pas seulement aussi les bénéficiaires, 90 000 bénéficiaires, donc ce qui est quand même exceptionnel, justement, dans ce contexte. Alors, je vais me tourner vers une autre expérience. On va revenir ensemble sur le volet de l'assurance. On va aller vers un autre secteur qui est le retail et avec un expert spécialiste, une entreprise tunisienne, Success Story, qui est basée maintenant actuellement en France. Et je me tourne vers Selim Boudis. Donc, parlez-nous justement de votre expertise dans ce domaine et votre expérience par rapport à ce que vous avez pu accomplir pour un des plus grands groupes. On ne va pas le citer. On en a discuté avant. Je pense qu'on va garder l'anonymat, mais un groupe qui a quand même un rayonnement international. Donc, le défi a dû être tout aussi grand. Donc, à vous, Selim. Bonjour, merci Tariq, bonjour à tous. Donc, rapidement, je me présente, je suis Selim Boudis, fondateur du cabinet de conseil et Collabs. On accompagne aujourd'hui les entreprises dans leur transformation digitale en les connectant avec des talents dans la tech et la data, et on leur prodigue également des conseils dans leur transformation.
Et dans le cadre de ces activités, nous avons aidé effectivement une maison d'un groupe mondial dans le luxe. Nos clients sont principalement tournés dans le luxe, dans la conversion omnicanal de cette maison. Cette maison donc possède toujours environ 130 entre 130 et 150 magasins au niveau mondial et vend des produits de consommation, notamment dans les aéroports, mais aussi dans les department stores et en magasins en propre. Et l'idée, donc, ça a germé en 2018 de se lancer dans l'aventure omnicanal pour deux raisons principales. La première, c'est améliorer l'expérience client et également réduire les coûts pour l'entreprise. C'était un objectif secondaire. Il faut noter qu'à l'époque, on avait deux mondes séparés entre le retail et le e-commerce. Donc, dans le cadre de cette transformation omnicanal, il s'agissait de relier ces deux canaux qui jusqu'ici n'étaient pas du tout reliés. Donc, on a fait face à un certain nombre de défis. Et le premier défi dont on s'est rendu compte, c'était un défi organisationnel. Parce que l'omnicanal doit toucher l'ensemble des départements internes de la société. Il ne s'agit pas juste de discuter avec la direction e-commerce et la direction retail. Finalement, on se rend compte que la finance est impactée, que la production est impactée, toute la partie logistique est impactée, la partie juridique également. Et donc, in fine, la question s'est rapidement posée de se dire à quel niveau de l'entreprise on engage les discussions au niveau omnicanal, et on est remonté d'un cran pour passer au niveau exécutif parce que l'ensemble des départements doivent être touchés. Je vous donne un exemple. Chaque département avait une stratégie et donc des incentives, des commissionnements qui étaient différents entre le e-commerce qui a des coûts qui sont beaucoup portés sur la partie front, développement, design web, solutions informatiques, et la partie retail qui avait des coûts qui étaient portés par la partie logistique, stockage et distribution. Et donc, les incentives sont pas les mêmes. Lorsqu'on relie ces deux mondes et qu'on propose des services de type click and collect que tout le monde connaît un petit peu, c'est-à-dire de commander sur Internet et récupérer son produit en magasin, la question s'est vite posée de savoir à quelle partie on donnait l'incentive, le commissionnement. Est-ce que c'était au niveau e-commerce? Est-ce que c'était au niveau du préparateur en magasin qui allait faire la cérémonie de vente? L'encaissement se fait au niveau e-commerce et donc pas au niveau retail. Comment faire pour pouvoir aligner tout ça? Donc, l'idée, c'était finalement de se dire on va exécuter un PNL au niveau global de l'entreprise et ne pas limiter tel ou tel département pour les ventes omnicanal. Donc, c'était un des challenges qui a été rencontré. On en a rencontré un certain nombre, notamment d'ordre technologique. Les mondes retail et e-commerce n'utilisent pas les mêmes types d'OMS, qu'on appelle les Ordering Management Systems. Ils n'ont pas les mêmes processeurs de paiement. On paye avec notre carte bleue sur un terminal de paiement en magasin. Ce système de paiement n'est pas relié au système de paiement sur Internet. Et donc, comment faire en cas de retour d'un produit en magasin? Est-ce que, du coup, on doit le rendre en magasin alors qu'il a été payé par Internet? Toutes ces challenges-là ont été adressés. Et je dois dire on s'en est rendu compte petit à petit parce qu'on a fait un pilote, on a essayé de déployer avec des pilotes pour démarrer doucement mais sûrement. Et c'est en fonction des retours d'expérience des clients, de nos magasins, de nos sales associates qu'on a pu ajuster les processus omnicanal qu'on mettait en œuvre. Alors, Célim, on en avait parlé, c'est que vous avez en fait pallié aussi à une désorganisation de la gestion de stock et la réaction justement des boutiques a été différente par rapport à ce que vous attendiez. Comment vous avez géré cette situation? Alors effectivement, un des premiers processus omnicanal qu'on a déployé est ce qu'on appelle le store to web, c'est-à-dire de pouvoir aller en magasin dans le cadre d'un magasin qui n'aurait pas une certaine profondeur de stock. Donc j'explique, la profondeur de stock, c'est le niveau de produits qu'on va proposer, de la gamme de produits qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'on a des magasins qui ont des petits volumes et du coup on ne propose que 50% du stock. Pour pallier ce problème, cette question de stock, on a proposé le store to web. C'est un processus qui permet à des clients de venir en magasin et d'acheter un produit qui n'est pas proposé par le magasin,
mais le payer en magasin et de pouvoir le recevoir soit chez lui à domicile, soit à son hôtel s'il est en déplacement, ou même au magasin. Et en fait, donc c'est pouvoir augmenter la profondeur de stock d'un magasin, virtuellement la rendre infinie, finalement. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les magasins chez qui on a déployé ce processus s'en sont servis de façon un peu détournée, comme vous le dites, pour pallier pas une désorganisation, mais on va dire un manque d'organisation parfois au niveau de du replenishment de stock, c'est-à-dire du réassort de stock. Parfois, les réassorts de stock prenaient 1 ou 2 jours dans ces magasins. Et en fait, plutôt que de dire aux clients, écoutez, on va réserver votre produit et dans 2 jours, on va être livré de ce produit-là, en fait, ils utilisaient ce processus omnicanal qui n'était pas fait pour ça, qui était fait pour proposer des produits alternatifs. Et finalement, on a amélioré l'expérience client d'une certaine manière en palliant une problématique qu'on rencontrait par ailleurs. C'est pas la façon la plus propre de le faire, mais c'est néanmoins un apport certain qui a été fait à nos consommateurs. Merci Célim. Je reviendrai vers vous. Je vais me tourner vers Monsef. Monsef, si tu m'entends. Alors, justement, je voudrais revenir. Quel a été, Monsef, pour vous, les défis et les challenges? Parce que j'imagine que techniquement, mettre en place un dispositif sur un sujet aussi vaste et puis aussi sensibiliser les collaborateurs de BH Assurance, quels ont été les premiers challenges, enfin les défis, les contraintes que vous avez pu rencontrer d'ordre technique? Effectivement, Tariq, il y a, comme tout projet, des challenges à relever et puis également des business goals qui sont attendus de la part de notre partenaire BH Assurance. Moi, ce que je retiens avant toute chose, c'est tout d'abord assurer une conduite de changement. Tu sais, on se retrouve aujourd'hui face à une maturité au niveau du digital qui présente différents niveaux. Et on voit que ces solutions, ce type de plateforme aujourd'hui omnichannel existe au niveau international et nous les mettons à disposition de différents partenaires, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou même en Europe. Mais on a été confronté au tout début effectivement à qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc il a fallu déjà démontrer la valeur et effectivement, ce qui est rassurant, c'est que ce qu'on peut attendre de la part de décideurs, c'est qu'ils décident. Et là où, effectivement, on a été agréablement surpris, c'est finalement de la confiance qui nous a été donnée dès le premier abord lorsque la présentation de la valeur a été présentée à la direction générale et au DSI ainsi que les métiers. Ça, c'est le premier challenge auquel on était confrontés. Tout le monde n'avait pas forcément ce niveau de maturité. Ensuite, d'un point de vue technologique, nous avons les assets. Et c'est toujours un petit peu ça qui nous fait un peu mal au cœur, c'est que l'Afrique présente énormément de potentiel. L'Afrique du Nord et la Tunisie est demandeur de ce type de solution. On voit effectivement qu'il n'y a pas de frein technologique, Tariq. Aujourd'hui, c'est véritablement s'assurer qu'on peut avoir des interlocuteurs très haut niveau qui sont prêts à mettre en place ce type de plateforme pour effectivement accélérer la transformation digitale. Donc, d'un point de vue technologique, il n'y a pas de frein. Ce sont des plateformes qui sont maîtrisées et qui sont déjà éprouvées, sécurisées, que ce soit dans le secteur banque, assurance ou même dans d'autres secteurs. C'est s'assurer avant toute chose d'avoir le bon niveau d'interlocuteur et que ce courage soit pris, parce qu'il a déjà été pris il y a maintenant 5 ans ou une dizaine d'années dans d'autres pays et qu'il soit tout simplement accéléré. Très bien. Alors justement, Yacine, pour parler de cette stratégie, vous avez certainement dû mobiliser tous les départements, donc du top management, et puis surtout débloquer un budget. Quel budget, quel coût? Est-ce que c'est un coût qui a été important à déployer pour ce dispositif? C'est Yacine? En fait, oui, vous m'écoutez là? Oui, tout à fait. Donc, concernant les coûts, en fait, les technologies, vu l'évolution, coûtent de moins en moins cher. Ça a un coût, c'est certain. Mais tant qu'on voit qu'il y a un retour sur investissement et que l'application a eu du succès, elle est utilisée par un très grand nombre d'utilisateurs. On a un taux de conversion qui est très, très important, que ce soit par nos anciens clients que par
les nouvelles personnes qui sont inscrites sur notre plateforme. Donc, je pense que même si il y a un coût, le retour d'investissement est là et ça valait le coup de le faire. Donc, Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez dû créer aussi des nouveaux métiers, des nouveaux postes, reformer aussi de nouveaux profils au sein de BH Assurance. On entend souvent dire que d'ici 30 ans, certains métiers vont disparaître, on aura de nouveaux métiers, des data scientists. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà intégré au sein de BH Assurance avec des départements d'innovation pour aller justement dans ce sens? Oui, en fait, je pense que ça crée du métier, mais ça n'en supprime pas parce qu'on garde le réseau physique, il est là, nos agences sont là, nos conseillers restent disponibles partout en Tunisie à travers nos agences. Donc, mais ça crée des métiers justement. Et il y a une évolution à faire en interne pour justement pouvoir la faire passer à nos clients, que ce soit en termes de c'est toute une mentalité à changer en fait. C'est comment servir au mieux le client, comment simplifier nos process, essayer de maîtriser tous les aspects techniques afin d'être plus accessible à nos clients. On a eu quelques freins d'ordre légaux, mais avec certains papiers pour lesquels on pouvait pas se séparer, par exemple l'attestation d'assurance pour l'automobile, le contrat et tout ça. Mais on a essayé de trouver des solutions pour pallier à ça. Et avec le nouveau code des assurances qui devra bientôt voir le jour et qui va prendre en charge justement l'aspect digital, je pense qu'il y a une bonne marge d'évolution qu'on peut faire sur notre plateforme. Très bien. Alors, je me retourne vers Selim. Selim, dans le secteur justement du retail, pour nos entreprises tunisiennes, petites et moyennes entreprises, est-ce que cela peut être applicable et impactant pour des structures qui sont d'ordre de 3-4 boutiques, peut-être moins, un peu plus, justement? Alors, oui, moi j'en suis persuadé. Il n'y a pas de difficulté à mettre en œuvre une stratégie omnicanale. La question est de savoir comment on le fait et comment on le fait le plus simplement possible pour nos collaborateurs et nos clients. Et notamment dans le cadre d'entreprises de petite ou de moyenne taille, la technique et la technologie employée est généralement la même entre le e-commerce, la partie boutique. Donc, elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et puis surtout, en termes d'organisation, il s'agit d'organisations qui sont plus simples et qui sont peut-être verticales. Nous, on a rencontré des difficultés parce on a fait de l'omnicanalité au niveau international sur plusieurs pays et notamment avec des entreprises qui avaient des filiales juridiques qui étaient différentes entre deux pays. Et donc, dans ce cas-là, lorsque vous commandez un produit, je sais pas moi, en Italie et que vous voulez vous le faire livrer en France, ou le récupérer en magasin en France, il y a des problématiques financières qui se posent sur les flux financiers, sur la TVA qui est collectée dans un pays et qui va être recollectée dans un autre pays, et les marges. Est-ce qu'on utilise le prix interentreprise, la marge qui est faite en Italie ou en France? Donc ces problématiques-là ne se posent pas lorsqu'on est sur un seul pays, donc notamment en Tunisie par exemple, dans un seul périmètre, et surtout dans des structures organisationnelles qui sont simplifiées. Et au-delà de ça, l'omnicanalité nécessairement va apporter de la valeur dès qu'elle est mise en œuvre. On l'a constaté partout, nous, sur tous les processus qu'on a mis en œuvre, et également sur des études qu'on a fait de la part sur mon cabinet Collabs pour un certain nombre de nos clients. On a constaté de l'upsell immédiat, c'est-à-dire des ventes additionnelles qui étaient apportées par ces stratégies omnicanales, et également du cross-sell, donc des ventes croisées, donc des ventes possibles sur des choses qui n'avaient pas été initiées finalement par l'utilisateur. Je vous donne un exemple simple. On fait un click and collect, donc on va acheter sur le site internet et on va récupérer notre produit en magasin. Et en fait, en arrivant en magasin, le vendeur va nous proposer des produits additionnels qu'on n'avait pas nécessairement imaginé d'acheter. Et voilà, donc on a nécessairement de l'upsell et du cross-sell et de la valeur apportée au niveau du client, puisqu'il n'a plus besoin d'attendre sa livraison, il peut aller chercher son produit directement en magasin, il peut aller rendre son produit en magasin qu'il a acheté sur Internet, par exemple, lorsque
on est dans le cadre d'une vente e-commerce. Voilà, donc ce sont vraiment des apports en valeur sur l'expérience client et également sur les coûts de l'entreprise, puisqu'on diminue les coûts de l'entreprise. On est dans une stratégie qui est plutôt du push client, c'est-à-dire on va envoyer le produit au client, alors que jusqu'ici sur le retail, c'est une stratégie pull où on va stocker des produits en attendant que les clients viennent les acheter en magasin. Voilà, donc l'optimisation, elle se fait aussi au niveau des coûts de l'entreprise et c'est un apport certain, notamment pour des petites et moyennes entreprises. Très bien, merci Céline. Donc, avant de finir avec Yacine, je vais me tourner vers Moncef. Moncef, quel conseil pourrais-tu donner à une entreprise, une TPE, PME, une grande entreprise aussi, pour réussir sa stratégie? Tu m'entends très bien, Tarim, dis-moi. Oui, je t'entends très bien. Excellent, merci. Les quelques recommandations qu'on pourrait donner par rapport, effectivement, au retour d'expérience qu'on a pu avoir chez Proxim, tu as pu le voir, les auditeurs également ont pu le suivre. Les apports sont nombreux lorsqu'on met en place, ce type de stratégie omnichannel. Tout à l'heure, Yassine Jarad a parlé du time to market. Et on a pu voir que même si la mise en production devait arriver au mois de juin, elle a pu être accélérée dès le 1er avril, dès lors qu'on dispose d'une plateforme omnichannel qui soit éprouvée. Le retour sur investissement a également été éprouvé. Les chiffres sont chez notre partenaire, la BH Assurance, mais ils sont extrêmement intéressants. Enfin, je terminerai par le trust, la confiance. C'est l'élément le plus important. Ce qu'il faut avant tout, c'est que dans ce type de partenariat, lorsqu'on propose ce type de valeur, Tariq, on se retrouve face à une confiance qui soit véritablement à tous les niveaux. Et dès lors que cette confiance passe, les deux partenaires ne peuvent que réaliser finalement de belles solutions. Donc, l'Afrique a tout pour réussir, la Tunisie a tout pour réussir et que les décideurs prennent des décisions. Très bien. Alors, si Yacine, justement, quel est l'après? Nous espérons tous que cette ère du Covid arrive à sa fin. Quel sera l'après, justement, stratégie pour, est-ce que vous allez continuer et accélérer ce processus après le Covid, ou vous allez garder justement ces deux niveaux entre une relation client en agence et en digital? Le réseau physique ne va jamais disparaître, ça c'est certain, et on veut garder les relations humaines qui existent justement entre assureurs et assurés. Mais cela n'empêche, le projet digital de la solution omnicanal va continuer à se développer. Ce n'est pas un projet qui a été clôturé. Il y a toujours des évolutions possibles, il y a toujours moyen d'améliorer, d'ajouter de nouveaux produits. Actuellement, on a 4 produits qui sont disponibles. Il y en a d'autres qui sont en cours de préparation. Et je pense que c'est une évolution qui est continue. Et c'est pas un projet qui peut être refermé du jour au lendemain. On le fera toujours évoluer pour servir mieux notre clientèle. Très bien, en tout cas. Alors, merci beaucoup, Céline, Yacine. Merci de cet éclairage, Moncef. Voilà, sujet passionnant. J'invite aussi les internautes à prendre contact avec BH Assurance qui est justement sur le networking area et aussi sur l'espace exposant. Si vous avez d'autres questions à poser, rencontrez aussi nos experts qui sont aussi connectés. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un autre rendez-vous. Donc, un autre rendez-vous, on aura justement une intervention d'un expert français, Gabriel Saspiro, qui est expert international et qui va nous parler du inbound. Voilà, je vous dis à plus tard. Encore merci, messieurs. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir et bonne journée.